Et c'est parti. Alors, bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Faisons le Mur pour cette nouvelle vidéo du collectif Bois Terre Paille. Aujourd'hui, je vais poser des questions que tu connais peut-être déjà si tu as vu quelques-unes de nos vidéos. Le questionnaire de notre collectif qui est d'ailleurs disponible en bas de la vidéo ou en haut de la vidéo. Je te laisse chercher, tu pourras répondre. C'est pour toutes les personnes intéressées par la construction écologique et puis le développement des filières bois, terre ou paille. Mais sans plus attendre, on va aller on va venir à notre sujet principal. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Jean-Marie Hackett qui va déjà nous dire comment il va et puis qui va se présenter succinctement. Donc bonjour Jean-Marie, comment allez-vous? Et est-ce que vous voulez bien nous dire deux mots sur qui vous êtes? Bonjour Gauthier, bon, ça va très bien, merci. Disons, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique. J'ai commencé par être dessinateur chez les architectes et puis après charpentier, charpentier bois. J'ai fait plusieurs maisons en structure bois et remplissage en paille, en isolant des murs et voire même des toitures à partir des années 89-90. Et j'ai fait aussi à l'époque plusieurs maisons en chambre ou en bois cordé même. À une époque, on travaillait aussi avec du bois cordé. Bon, et il se trouve que après ce parcours-là, j'ai fait l'école d'architecture et j'ai commencé l'école assez tard d'ailleurs. J'avais pas le bac, j'ai commencé l'école à 36 ans. Et puis l'école d'architecture m'a mené après à travailler en tant qu'architecte où j'ai pu prescrire des logements sociaux enfin, j'ai conçu deux maisons en paille et une maison en paille, une maison en chambre dans le Jura, à Montaulier, et c'était en 98. Et l'année d'après, j'ai été embauché au CNDB, donc Comité national pour le développement du bois, où j'ai travaillé pendant 15 ans comme délégué régional, donc formateur en construction bois pour les architectes principalement, et mise en lien entre les architectes et les charpentiers. Comme j'avais la double compétence, c'était un profil intéressant pour eux. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses pendant ces années-là et j'ai donné beaucoup de conseils dans beaucoup de départements que je couvrais. Je couvrais tout le Grand Sud, hein, donc de Menton, je dirais, jusqu'à Perpignan. Donc il y avait 13 départements et je donnais souvent des permanences dans les CAUE, Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer pas mal de personnes, des particuliers principalement, ou même des élus, qui souhaitaient avoir des renseignements sur la construction bois. Mais parfois, ils souhaitaient en savoir un peu plus, c'est-à-dire ils s'intéressaient aux matériaux naturels, et voir la paille, la terre, et donc j'ai pu les orienter sur des manières de faire qui étaient intéressantes pour eux. Voilà, donc j'ai un peu cette pratique à la fois physique, manuelle, et puis conceptuelle, conseil, formation. Et je continue maintenant de temps en temps à travailler comme formateur pour l'association Le Gabion, qui est à Embrun, qui fait du très bon travail. Ok. Ok, très bien. Et ben c'est un sacré curriculum. On a eu l'occasion de discuter la semaine dernière et j'étais moi-même très impressionné par votre parcours. Donc je suis vraiment content de vous avoir pour notre petit questionnaire. Et puis je commencerai donc par la première question d'introduction. Durant les dernières élections, ou en tout cas durant la dernière présidentielle, il s'est trouvé qu'il n'y a que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise qui se soit un petit peu posé la question du développement de la filière bois, terre et paille, en tout cas du biosourcé et du géosourcé. Est-ce que vous avez entendu parler de cette implication de la France Insoumise? Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne suis pas rentré trop dans les détails. J'ai su que Mélenchon proposait ces matériaux et j'ai trouvé que c'était courageux. Et que c'était le seul d'ailleurs qui parlait de ça. C'est très intéressant. C'est des matériaux qui sont pas connus par le grand public ou très peu. Et c'est connu dans un monde parallèle, je dirais, dans le monde de l'écologie du bâtiment. Donc par des professionnels qui pratiquent tout ça, par certains architectes aussi qui aiment bien, mais c'est pas, ça fait pas partie de la culture générale, je dirais, du bâtiment Mm. pour C'est juste. l'instant. C'est juste, ok. Bon, on espère que ça le deviendra et puis qu'il y ait peut-être plus de mouvements qui s'y intéressent dans le futur. En tout cas, voilà, des mouvements politiques, pourquoi pas. Donc, alors ce que j'aurais aimé savoir, c'est selon votre expérience,
est-ce qu'il y a une urgence au développement de ces matériaux-là, biosourcés, géosourcés, comme le bois, la terre et la paille? Alors, j'emploierai pas le terme d'urgence parce que finalement, si on parle d'urgence, on va faire référence aux problématiques de changement climatique. Donc là, évidemment, on pourrait parler de ça. On pourrait aussi faire référence aux problématiques de lien social, hein, parce que c'est-à-dire le développement des filières biosourcées, c'est-à-dire et géosourcées, c'est-à-dire la terre et les fibres végétales, quelles qu'elles soient, qui peuvent être mélangées ou pas à la terre, c'est-à-dire si elles ne sont pas mélangées, ça devient juste de l'isolant, comme la paille, le chanvre, le lin, tout ça, bon, ça peut être utilisé sans être mélangé à la terre ou mélangé à la terre. Les deux sont très intéressants, sont très complémentaires. Mais je dirais que pour moi, c'est pas une urgence, c'est juste que finalement, comment dire, c'est des matériaux qui pourraient très bien rentrer de manière progressive, hein, progressive dans le monde du bâtiment. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs, hein. Alors, ça se passe parce que finalement, il y a des professionnels qui ont pris des risques, hein, et qui ont montré que c'était valable. Et ça, depuis en France, depuis, je dirais, une trentaine d'années, sur la Terre, le cratère à Grenoble a fait beaucoup, des architectes qui ont travaillé là-dessus ont fait beaucoup. Donc, on est dans une progression qui se situe dans un temps assez long, hein. Je veux dire, on peut dire que ça fait déjà 30 ans qu'on revient sérieusement à tous ces matériaux. Et tous ces matériaux ont été utilisés dans les siècles précédents de manière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Donc là, on est juste en train de revenir tranquillement, progressivement à ces matériaux. Ok, ok. Et dans cette progression, est-ce que vous voyez des éléments bloquants, peut-être, du développement? Il y a toujours, forcément, il y a toujours des éléments bloquants. Certains projets ont été bloqués, par exemple, ça c'est un fait commun, mais par exemple par un contrôleur technique, hein, qui travaille pour un bureau de contrôle. Sur un marché public, on est obligé d'avoir un contrôleur technique. Et quand le contrôleur technique, le bureau de contrôle ne connaît pas ces pratiques-là, qui étaient courantes il y a 200 ans, mais qui ne le sont plus tellement aujourd'hui, ben, il bloque parce qu'il ne sait pas comment il va pouvoir encadrer les garanties du chantier. Voilà. Donc, voilà, ça peut être un élément bloquant, le bureau de contrôle, mais pas tous. Ils ne sont pas tous bloquants. C'est-à-dire que on peut tomber. C'est une question de personne. C'est une question de personne et de formation et de savoir-faire, de compétences. Donc, il y a certains contrôleurs techniques qui connaissent certaines choses et qui, du coup, acceptent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu certains chantiers, par exemple en l'utilisation de la paille comme isolant, on a vu des très gros chantiers publics de la taille de lycées, de logements sociaux, de trucs vraiment, des immeubles de 8 étages, utiliser l'isolant principal étant de la botte de paille. Donc tout ça est possible. Il faut juste trouver les bonnes personnes, les bons interlocuteurs et des maîtres d'ouvrage comment dire, très courageux, très volontaires. Je parlais de cet immeuble de 8 étages. Le directeur de l'office HLM qui a fait ça, c'est lui qui était la locomotive de tout, hein, quand même. Ouais. Ok, ok. Voilà. Très bien. Et à votre avis, est-ce qu'on serait prêt techniquement, ou bien si est-ce que les moyens humains et les connaissances globales, en tout cas en France, sont assez bonnes pour développer ces matériaux? C'est-à-dire s'il devait y avoir de plus en plus d'offres de construction dans un de ces matériaux, est-ce que vous pensez qu'on arriverait à suivre? Est-ce que la matière, la ressource est disponible? Est-ce que les connaissances sont déjà disponibles? Comment est-ce que vous voyez la chose? Alors là, c'est une chance, c'est qu'en France, on est quand même bien avancé là, dans ces sujets-là. On a beaucoup de compétences, que ce soit au niveau des architectes. Certains connaissent ça, mais il faut encore en former beaucoup. C'est-à-dire qu'il faudrait que
cet enseignement ne se trouve pas seulement dans certaines écoles où c'est devenu commun, c'est devenu habituel, comme à Grenoble. Ça commence un peu dans d'autres écoles, mais il faudrait que ce soit un peu généralisé dans les écoles d'architecture. Et je pense que les maîtres d'ouvrage aussi, c'est-à-dire les gens qui vont faire des commandes, il faut les informer aussi. Donc il y a des formations qui sont faites par des services de l'État d'ailleurs, hein, qui sont des formations professionnelles sur ces matériaux. Donc il faut continuer à former les gens, à les informer et à les former. Et puis les entreprises aussi, hein, on a des entreprises. Alors on a, pour ce qui est remplissage isolant avec de la paille, c'est en général le lot charpente, c'est les charpentiers qui font ça sur les marchés publics. Donc le charpentier, c'est un métier qui est, comment dire, qui est vraiment très précis, hein. On travaille au millimètre, hein. Bon, donc c'est des gens qui sont habitués maintenant à faire de la préfabrication, à réfléchir bien en amont, enfin à préparer les choses de manière très très correcte. Et donc, c'est pas un problème pour eux de mettre de la paille dans des caissons. Après, je dirais, il y a un gros travail à faire avec les grosses entreprises de maçonnerie, je pense, vraiment. Ok. Parce que les grosses entreprises de maçonnerie, là je vous parle de gros bâtiments, hein, de bâtiments de grande taille, des bâtiments publics importants, où il y a beaucoup de mètres carrés. Parce que je vais faire une petite différence entre l'habitat individuel, hein, qui est fait soit par des petites entreprises, soit par l'autoconstructeur, où ces matériaux-là se développent de manière habituelle, enfin de manière, comment dire, automatique, je dirais presque, parce que les gens s'intéressent, ils se renseignent, ils se forment, et après ils s'accaparent les techniques, les savoir-faire, et ils se débrouillent. Mais voilà, si on parle de bâtiments publics importants, on est soumis à des règles de construction avec des assurances, le particulier aussi, mais le particulier, souvent, il s'affranchit un peu des assurances, surtout s'il est autoconstructeur. Mais dans le bâtiment public, donc, on a des règles, des assurances, une réglementation très carrée. Et les entreprises, si on ne parle pas des charpentiers, mais des maçons, ils sont habitués à manipuler plutôt des matériaux comme le béton. Bon, et donc avec des outils comme des banches, et ces outils-là pourraient très bien être utiles et utilisés pour faire autre chose que du béton. Et notamment utiliser de la terre à la place du béton pour faire des sortes de béton de terre coulé entre les banches. Donc ça veut dire que ça, il y a des spécialistes en France qui connaissent très très bien ça. Il suffit d'aller sur le site Amaco, hein, et Amaco peut donner tous les renseignements. Il y a une quantité importante de professionnels de haut niveau qui peut renseigner toutes les entreprises, et Amaco organise beaucoup de formations d'ailleurs là-dessus, sur la terre. Et donc moi je pense que ce qui nous manque par exemple ici dans le sud, parce que la terre pourrait être un matériau tout à fait génial pour le confort thermique d'été par exemple dans le sud, et ce qui nous manque, c'est des grosses entreprises de maçonnerie qui prennent comment dire, le temps d'augmenter leur savoir-faire et disons, grâce à leurs outils, pouvoir produire des murs banchés en terre en remplacement parfois de certains murs en béton. Je ne veux pas dire pour remplacer tout, mais une partie à certains endroits où ça peut être vraiment intéressant d'avoir de la terre plutôt que du béton. Et je pense qu'il ne faut pas mettre les choses en opposition, mais en complémentarité. Et c'est là qu'on va devenir plus comment dire, économe globalement par rapport aux ressources naturelles, évidemment, hein, et avoir une démarche un peu plus frugale. Hein, on va utiliser la terre qui est sur le site, qui est la terre des fondations. On va l'équilibrer, on va la doser avec du sable, avec ce qu'il faut pour que ça soit de bonne qualité. Et on va utiliser les outils du maçon habituels pour faire des voiles. Donc il y a certains architectes qui se sont lancés dans ce genre d'aventure innovante, enfin au sens de la construction d'aujourd'hui, mais
mais c'est pas innovant au sens de la tradition de la construction, puisque les constructions en terre recouvrent beaucoup de pays Oui, depuis des milliers d'années. Donc, je veux dire, même les Égyptiens, avant de construire avec les pyramides en pierre, les temples égyptiens étaient tous en terre crue. Donc, je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Et puis voilà, c'est les ressources qu'on a les moyens d'utiliser, qu'on utilise, et puis souvent enfin bon, voilà, on s'est compris en tous les cas. Mais ce que vous disiez donc, c'est que surtout sur les grands bâtiments publics, il faudrait avoir des grandes entreprises dans le secteur de la maçonnerie qui soient mieux formées ou plus polyvalentes sur les matériaux alternatifs. Donc c'est Oui, ce que oui, je retiens. oui. Et des Bouygues, Vinci, Eiffage, des gens comme ça, ils s'intéressent à ces matériaux-là. J'ai fait des rencontres avec Envirobat BDM et le groupe Fibraterra qu'on a monté, et il y avait des représentants de ces entreprises qui lancent sur Marseille ou aux environs des programmes où ils vont utiliser ces matériaux. Donc ils sont pas complètement absents du débat. Ils commencent à vraiment s'intéresser à ça parce que il y a des. Alors là, après, on va basculer sur la notion de loi et d'obligation. C'était ma C'est-à-dire que, prochaine question justement. voilà, donc, en fait, si on progresse petit à petit vers des obligations de compensation carbone, c'est-à-dire que plus le matériau va être, comment dire, coûteux en énergie pour sa fabrication, il va être énergivore parce il faut cuire l'acier, il faut cuire, enfin il faut beaucoup d'énergie pour fabriquer de l'acier ou du ciment. Bon, donc ces matériaux-là vont être pénalisés et ils vont, dans les nouvelles réglementations, enfin c'est ce qu'on peut souhaiter, que ça continue à se mettre en place. Mais du coup, les matériaux comme la terre ou les matériaux végétaux seront plutôt favorisés par ces réglementations. C'est ce qu'on peut souhaiter, hein, ça serait vraiment intéressant. Mais du coup, par exemple, la nouvelle réglementation E+, C- va dans ce sens. Hein. Mais ce qui veut dire que les majors de la construction s'intéressent du coup à ces matériaux pour pouvoir en mettre une certaine dose dans leur construction pour pouvoir être raccord avec la réglementation. Donc c'est plutôt, ça va dans le bon sens tout ça, c'est bien. Ok, ok, ok. Donc des lois un petit peu pas punitives, mais en tout cas des lois qui mettraient les amendes ou qui feraient payer plus cher des matériaux qui ont une forte consommation Oui, on va dire, ou des un bilan incitations. carbone, des incitations. Je pense des incitations à faire, c'est-à-dire comme des bons points à l'école, quoi. Hein, Oui, c'est un oui, peu tout oui, ça le système. Hein. très bien. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est très bien parce que du coup, voilà, il y a quelques questions que je voulais vous poser qui ont été répondues dans votre développement. Est-ce que, en termes de loi, vous voyez autre chose qui pourrait être mis en avant pour développer ces filières? Mais je pense qu'il faut mettre un gros paquet sur la formation. C'est-à-dire que toutes ces techniques-là nécessitent des savoir-faire précis pour que vraiment ça aboutisse à des constructions de qualité. Donc pour acquérir un savoir-faire, aussi bien en tant que concepteur que ouvrier sur chantier ou contrôleur technique ou même chef de chantier ou ingénieur, il faut avoir acquis un savoir-faire et donc trouver les formations adaptées pour acquérir ce savoir-faire. Donc les compétences en France sont nombreuses, elles existent. Les possibilités de se former existent. Hein, il faut juste continuer à donner des moyens aux organismes de formation et orienter les gens qui ne savent pas, qui sont un peu démunis et qui ne trouvent pas, les orienter sur ces formations. Et je pense que si le savoir-faire augmente dans tous les niveaux de l'acte de bâtir, hein, ben forcément, le faire savoir, c'est fondamental. C'est fondamental pour que les gens disons, s'orientent sur ces formations. Et aider les formations, c'est fondamental pour que l'évolution se fasse à plus grande échelle. Quoi. Voilà. Ok.
Ok, très bien. Eh ben c'est super. Donc là, on arrive au bout de notre questionnaire. Est-ce que je pouvais vous demander, est-ce qu'il y a des personnes de votre entourage ou que vous connaissez, ou des organismes, des associations, qu'il serait bon que nous contactions pour avoir d'autres éclairages sur le sujet? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà contacté des gens du Gabion, Pas en encore, non. Moulins. Peut-être Voilà, Michel, mais non, pas encore. Ok. voilà. Michel travaille, hein, Michel Philippot travaille avec eux de temps en temps. Je pense qu'il y a, au Gabion, il y a des ressources humaines vraiment très riches. Les formations du Gabion sont très intéressantes. Il y a des formations courtes et des formations diplômantes longues sur 9 mois. Hein, ouvrier professionnel en éco-construction, par exemple, ou ouvrier professionnel en restauration du patrimoine. Et les formateurs sont à chaque fois des chefs d'entreprise, des artisans, des gens qui sont dans le métier et qui viennent donner un peu de leur temps pour former les gens. C'est vraiment très intéressant. Donc je pense que vous avez une grande panoplie de formateurs comme ça qui travaillent pour le Gabion, mais qui travaillent aussi pour des chantiers hein, tous les jours pour eux, hein, qui Mhm. vendent. Moi, j'ai travaillé l'année dernière avec un de ces formateurs qui est Vincent Paul, qui est vraiment... j'ai été très touché par sa manière de travailler parce que c'est très fin, c'est très subtil. Il a un savoir-faire, il maîtrise très très bien tout ce qui est enduit dans la construction enduit chaud, mais aussi enduit paille et terre, enduit terre-paille, quoi. Oui. Et il fait ça sans machine, il fait tout ça à la main, et il arrive à faire des enduits de forte épaisseur en une seule passe, en envoyant ça à la truelle. Forte épaisseur, je vous parle de 5 cm par Ok, exemple, hein, d'un ok, ok. coup, et sans fissure. Ouais, c'est ça la question que je... Oui, alors parce que souvent les enduits terre ils sont projetés à la machine avec beaucoup d'eau, donc il y a forcément beaucoup de retrait, Mm. et donc il y a des fissures, après il faut revenir pour finir et tout. Donc on arrive à faire des choses de qualité même à la machine, mais c'est différent. Mais du fait qu'on met beaucoup plus d'eau, parce que pour que la machine Ça protège, fonctionne, bien sûr. voilà. Alors que le travail à la main, un peu à l'ancienne, finalement, ben, il est assez, je veux dire, il pourrait être assez demandeur de main-d'œuvre, hein, Mhm. et de la main-d'œuvre qui ne sait pas quoi faire, là, pour l'instant, sur des petits Bien, bien sûr. chantiers. Hein, voilà. Donc, et avec des qualités d'enduit, parce que quand vous mettez beaucoup de paille dans un enduit terre, beaucoup de paille, hein, c'est encore plus de paille que de terre, quoi, je dirais presque. Enfin, c'est très, Mhm. très, très riche. Ça fait une armature, hein, ça fait une structure qui vraiment consolide l'enduit et lui évite de fissurer. Et puis surtout, c'est la présence de très peu d'eau, finalement, beaucoup Ouais, moins oui, oui. d'eau, qui fait que on n'a pas de retrait du tout, pas de fissuration, on a des choses de très très grande qualité. J'ai vu ça l'année dernière sur un chantier qu'il a fait, c'était magnifique. Ok, ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est noté. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a il y a un endroit où les personnes qui souhaitent vous retrouver ou vous contacter peuvent vous trouver? Alors, Ben j'ai pas de site internet. ok, J'ai- non non, puis moi je suis surtout, j'interviens un petit peu au Gabion. oui. Après j'interviens plus. Enfin je vais avoir 64 ans. Je travaille un peu en conseil comme ça extérieur, mais après je sais pas vous dire. Hein. Ok. Bon, bah c'est déjà un début de réponse. En tous les cas, Jean-Marie Hachette, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de faire cette interview avec nous. Et puis peut-être à une prochaine en physique. Oui, ben voilà, dans le sud. Voilà, très bien. Bon, bah, je vous remercie. Passez une très bonne journée. Et puis à bientôt. Merci, Au revoir. merci, merci, au revoir.